Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 9 mars. À la une du journal de Canal 32 ce soir, un reportage sur l'extension de l'aire d'appellation Champagne. Elle n'aura pas lieu avant 2018, mais elle provoque déjà des effets et des inquiétudes. Le prix de l'hectare autour d'1 million d'euros empêche les reprises familiales. Les grandes maisons pourraient en profiter. Dans le journal également, un reportage sur le mois de la Turquie à la chapelle Saint-Luc. Le pays est à l'honneur jusqu'au 25 mars, l'occasion de découvrir une culture et une communauté. Reportage ce soir autour des pâtisseries, des danses et des chants turcs donc. Et puis nous partirons à la découverte de la ferme pédagogique de la Marque à Champs-sur-Barse, près de Vendeuvre-sur-Barse. Plus de 7000 visiteurs par an viennent y découvrir le monde agricole. Derrière l'aspect ludique se cache la découverte de métiers souvent mal connus. Vous le verrez en fin de JT. À qui appartiendront les terres viticoles auboises dans 10 ans? Les vignerons se posent dès aujourd'hui la question avec une certaine inquiétude. C'est à partir de 2018 que l'aire d'appellation Champagne sera étendue, mais les premiers effets sont déjà là. Le prix de l'hectare est trop élevé pour pouvoir assurer des reprises familiales. Les vignerons au bois craignent de voir leurs terres avalées par les grandes maisons. Le reportage d'Aurélie Juignet et Christian Viera. L'extension de la zone d'appellation Champagne suscite des convoitises. Prévues d'ici 2018-2020, les vignerons indépendants constatent déjà les premiers effets. Le prix moyen de la terre sur la côte des Bars est sûrement autour des 900 000 euros de l'hectare pour la vigne plantée, pas pour des terrains, pour la vigne plantée. Mais bien sûr, il peut y avoir quelques ventes qui peuvent atteindre des prix défiant toute concurrence, de l'ordre de voir 1,1 million, 1,2 million d'euros l'hectare. Si les vignerons s'accordent sur le fait que l'extension de la zone de production permettra d'ici 20 à 30 ans de répondre aux besoins du marché sans casser les prix, le coût du foncier et les droits de succession freinent les enfants de vignerons dans leurs projets de reprise. C'est un peu comme le logement sur Paris, il y a beaucoup de monde qui veut se loger, les logements ne sont pas plus grands, donc automatiquement les prix explosent. Aujourd'hui, il est très difficile à un vigneron même de racheter la part de ses frères et sœurs. Il faut peut-être en gros 70-80 ans pour amortir un tel achat, quoi. Les sirènes du prix de vente allèchent certains exploitants au bois. Le syndicat des vignerons prône d'éviter les cessions. La dernière affaire qui nous a préoccupés en tant que syndicat général des vignerons, c'est l'affaire Brezon, Champagne-Brezon, donc sur les Colombais, où cette maison est passée chez Moët-et-Chandon, quoi. Avec des tarifs élevés, de façon légale, les grandes maisons et les négociants sont les seuls à pouvoir se positionner. L'équilibre serait donc rompu. L'équilibre champenois, c'est la vigne au vigneron et le commerce aux négociants. Donc voilà, quand on dit la vigne au vigneron, c'est avoir le moyen de les exploiter, c'est aussi posséder cette terre. Et il y a des contrats qui sont signés, des contrats de vente des raisins par les vignerons, des contrats d'achat à peut-être un petit peu du plomb dans l'aile, parce que d'un autre côté, si le négoce réussit à accaparer un maximum de foncier, il aura peut-être de moins en moins besoin des vignerons derrière. Nous, on est pour l'équilibre. Les maisons, on leur fournit les raisins. Tous les ans, on trouve un accord pour que les maisons soient approvisionnées en raisins suffisamment pour développer leur business. Par contre, on dit aux maisons, laissez les vignes aux vignerons et continuons l'équilibre qu'on a depuis 60 ans et qui a fait la fortune de la Champagne jusqu'à aujourd'hui. Le syndicat général des vignerons poursuit les négociations. Objectif, faire en sorte que les producteurs au bois gardent leur indépendance au lieu de devenir tous des ouvriers agricoles dépendants de très grands groupes cotés en bourse. L'émotion reste vive à la chapelle Saint-Luc sur le chantier du futur centre commercial Carrefour. Dans la nuit de mardi à mercredi, de lourdes dégradations ont été commises. Des camions et des véhicules de chantier ont été incendiés. Une enquête a évidemment été ouverte. Pour le maire de la chapelle Saint-Luc, c'est un événement exceptionnel, en tout cas le premier gros couac depuis le coup d'envoi des travaux de rénovation urbaine dans la ville. Olivier Girardin est au micro de Cyril Tavernet. L'enquête est prise en charge au plus haut niveau, ça je le sais, parce que le sujet est d'importance. C'est la première fois qu'on a une telle situation sur la chapelle Saint-Luc depuis que je suis maire et depuis qu'il y a des gros travaux. Donc les conditions dans lesquelles les choses se sont réalisées sont assez extraordinaires et bien évidemment ça préoccupe l'ensemble des acteurs. J'ai eu, vous l'imaginez bien, la police, j'ai eu le groupe Carrefour, je suis en contact, je ne l'ai pas encore eu directement au téléphone,
téléphone le chef d'entreprise qui a été principalement l'objet des dégradations. Bien évidemment, nous travaillons collectivement à la mise en place et des éléments d'élucidation et en même temps aussi à ce que les choses évidemment ne se reproduisent jamais. Le coup d'envoi ce matin de la grande collecte des Restos du Cœur dans l'Aube. 185 bénévoles investissent jusqu'à demain soir 20 grandes ou moyennes surfaces du département. Des magasins hard discount jouent également le jeu cette année. Cette collecte est un moment important pour assurer les provisions pour la fin de la campagne d'hiver. Visiblement, le message passe bien, les dons sont au rendez-vous. Écoutez Jean-François Calpe, le président des Restos du Cœur dans le département. Alors, cette collecte, elle va nous servir à assurer l'aide alimentaire pour finir la 27e campagne. Je pense que les gens donnent en grande surface parce qu'ils sont motivés pour donner, parce qu'ils connaissent autour d'eux des gens en difficulté. On entend parler très souvent dans les médias de gens en difficulté, des entreprises qui ferment, des gens qui se retrouvent au chômage. Donc je pense que les gens sont sensibilisés à l'entraide. Et la collecte des restos est donc organisée jusqu'à demain soir. Après le Chili en 2011, un mois pour découvrir la Turquie. La chapelle Saint-Luc met à l'honneur le pays jusqu'au 25 mars. L'occasion de découvrir une culture et une communauté à travers des expositions, des conférences, des ateliers et des spectacles. Cyril Tavernet, lui, a notamment assisté, c'était mercredi, à une représentation en costume traditionnel du côté de la bibliothèque municipale. Regardez ce reportage. Des danses traditionnelles turques, des spécialités culinaires comme ce gâteau à la noix de coco. Les membres de l'association culturelle franco-turque fêtent le mois de la Turquie à la chapelle Saint-Luc. L'idée, faire découvrir au plus grand nombre leur pays et leurs coutumes. Nous sommes très heureux de participer à ce programme. Nous essayons ainsi de faire connaître nos racines, notre pays, qui est malheureusement méconnu en France. Et à écouter le public venu profiter de ce spectacle de danse, la communauté turque troyenne est accueillante et chaleureuse. Ils sont très gentils, très sympas, très hospitaliers et voilà. Pour rythmer les danses, un musicien était présent. Au bout de quelques minutes, il s'est mis à chanter, entraînant dans la danse le public. À l'image de Yeliz, 12 ans, ces jeunes danseurs sont fiers de montrer leur passion pour le folklore traditionnel turc. Je danse cette danse depuis 4 ans. Je suis fière d'être... Enfin, je danse cette danse parce que je suis fière d'être turque. Ça me rappelle mon pays et j'ai le plaisir de danser. C'est pour faire connaître mon pays, ma culture, mes origines, tout ça. Et c'est parce que c'est bien. C'est beau, c'est intéressant comme danse. Parmi les Troyens, originaires de Turquie, Ülkü Yannick est maire adjointe en charge des affaires sociales de la chapelle Saint-Luc. Actuellement, elle se consacre entièrement à son mandat d'élu, une fierté pour ses parents arrivés dans les années 70 en France. J'ai une chance d'être élue dans ma commune où j'ai grandi, où j'ai vécu toute mon enfance. Et bien sûr, c'était une fierté et un honneur pour mes parents, mais aussi pour la communauté turque. Et avec cette image, j'aimerais justement que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'investir un peu plus dans la politique et qu'ils voient la politique d'un bon côté. L'association franco-turque de Troyes a été créée en 1986. Elle compte 100 membres. Jusqu'au 25 mars, pour ce mois de la Turquie, il est certain qu'ils feront la fête et ouvriront la porte de leur pays à tous les Aubois. Et le mois de la Turquie à la chapelle Saint-Luc, c'est donc jusqu'au 25 mars. La 54e édition du Paris 3 dimanche pour les amateurs de cyclisme, c'est le rendez-vous de l'année dans le département. Le départ sera donné à 12h45 à Provins en Seine-et-Marne. L'arrivée est prévue vers 16h45 à Troyes. Elle sera jugée boulevard Gambetta. Comme chaque année, il s'agit d'une course de niveau international. L'organisation est portée par le club Champagne-Charlotte. Écoutez Florian Morizot, le directeur de ce Paris 3 2012. C'est une course qui est professionnelle.
donc qui accueille des coureurs qui participent au Tour de France au mois de juillet, par exemple. On a même des coureurs qui ont participé à Paris 3 au mois de mars et qui ont gagné des étapes sur le Tour de France de montagne, comme Brice Feuillu en 2009. Donc c'est des courses de préparation. On n'a pas tous les meilleurs professionnels, bien entendu, mais on a des très bons coureurs. Donc très, très belle course cycliste. C'est une course déjà qui arrive assez tôt dans la saison. Donc on va dire que c'est les premiers rendez-vous pour les coureurs, les premiers gros rendez-vous pour les coureurs. Donc elle a l'avantage d'avoir un circuit assez difficile, on va dire, dans sa partie finale avec la Forêt d'Hôte. Et ça permet aux coureurs de voir les premières sensations sur la saison et de voir si l'entraînement hivernal a été bon. Et l'année dernière, c'est Jonathan Hiver qui l'avait emporté. Le résumé de la course dans le JT Sport de Canal 32 lundi soir. Avant de refermer ce journal, une visite à la ferme avec la découverte de la ferme pédagogique de la Marque à Champs-sur-Barse, près de Vendeuvre-sur-Barse. Claudette et Alain accueillent le public sur leur exploitation agricole. 7000 curieux se pressent chaque année pour mieux se rendre compte de la réalité du métier d'agriculteur. Les propriétaires en profitent pour faire partager leur passion et leur savoir-faire. Le reportage de Christian Viera. Éleveurs laitiers, Claudette et son mari ont choisi de créer la ferme pédagogique de la Marque il y a 6 ans. Au niveau du lait, les prix ont quand même ont baissé à un certain moment donné, donc il fallait aussi qu'on ait un revenu complémentaire, mais aussi parce que, comme je vous ai dit, on aime beaucoup les enfants, c'est pour ça qu'on est parti sur ça. La présence de ces enfants embellit le quotidien de l'exploitation agricole. On donne à manger, balayer. Je donne à manger au vaches, je balaye. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, agricultrice traditionnelle. Petit Ouessant. Je sais pas s'il va pouvoir, tu vois, il a soif. Il va manger, il est en train de boire après sa maman. Ça fait de la poussière, mais bon, peu importe. Ils sont décontractés complètement. Au moment de la traite, quand les enfants voient le lait couler du pis de la vache, eh bien ils me disent « Oh là là, la vache elle fait pipi ». C'est pas ça, c'est le lait qui coule et c'est le lait qu'ils boivent le matin. Car, hormis l'aspect ludique, ici, le but consiste à découvrir le quotidien des agriculteurs. On a des jeunes qui habitent à la campagne, qui ont l'habitude des animaux, mais de là à s'en occuper d'aussi près, c'est jamais arrivé. Donc c'était l'occasion pour eux de participer à la vie à la ferme. Donc c'est du tourteau qu'on donne en complément. Avec l'ordinateur reconnaît avec le collier le numéro de la vache et chaque vache a bien sa quantité qu'elle a besoin. Du centre de loisirs au BTS, en passant par les familles, ici, les visiteurs peuvent voir plus de 120 animaux. Les 6e sont majoritaires, car cela fait partie de leur programme. Ils viennent parce que c'est à leur programme, tout ce qui est transformation. Et on reçoit aussi des premières et terminales, mais secteur agricole, pour travailler sur tout ce qui est environnement. Des projets d'extension sont en cours, avec également des nouveautés, comme par exemple un jardin potager. Alors en leur montrant toutes sortes de plantes qui s'associent entre les plantes insecticides qu'on peut accoupler avec les plantes potagères. Le type zoo, nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Autre nouveauté, un cabanon pour apprendre à associer graines et plantes. La ferme pédagogique de la Marque souhaite ainsi montrer les coulisses de l'agriculture à plus de 7000 visiteurs par an. Voilà, c'est la fin de cette édition. Lundi, retour de Mathieu Mercier à la présentation de votre JT. Au sommaire, un retour sur un événement national autour du Qigong, un séminaire ce week-end autour de la médecine chinoise à Troyes. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Bon week-end à tous, à très bientôt sur Canal 32.